Alors, je suis aujourd'hui avec David Laroche. C'est vraiment un honneur parce que pour moi, c'est celui qui m'a aidé quand je débutais, quand j'étais le timide, celui qui était paumé dans tous les domaines de vie. Et c'est grâce à toi aujourd'hui que j'ai ce business et que j'ai évolué dans tous mes domaines de vie. Donc, c'est vraiment un honneur et un symbole de pouvoir t'interviewer, surtout que pour moi, tu es le meilleur coach de la francophonie. Donc, je pense que pour les entrepreneurs qui vont nous regarder, tu as énormément de pépites et une vision différente. Donc, merci David d'accepter ce temps. Bah, merci à toi de le dire et de le partager. C'est humble et ça m'inspire. Et en tout cas, moi, je fais ça pour que ça arrive encore plus souvent. Des personnes comme toi, je t'ai vu dépasser, avancer. Je sais que tu es un sportif à la base, donc c'est pas par hasard que tu te crées cette réussite. C'est ça aussi. Et moi, j'ai contribué du mieux. Mais en tout cas, tu as cet état d'esprit d'être dans le détail et de te créer une putain de vie. Donc, ouais, je suis très heureux de pouvoir voir ce que tu crées. Ça montre à tout le monde qu'avec l'entraînement et avec un grand rêve, tout est possible. Comment on passe de je suis timide, j'ai envie de me suicider, à faire 1 million sans faire exprès, et derrière, ce que tu me disais samedi, reconnaître que là, tu as juste envie de changer le monde. Bon, déjà, c'est trois étapes sur tellement Ouais. sur tellement de temps. En fait, si je devais faire court, très simplement, ça passe de... Le premier déclencheur qui fait de passer de timide à qui est un début de changement, c'est d'en avoir marre de la vie que j'ai actuellement, d'en avoir marre de ne pas être à l'aise socialement, de ne pas arriver à exprimer mes idées comme je veux, et surtout une frustration que j'avais à l'époque qui donne beaucoup de sens à ce que je suis en train de faire pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est avoir beaucoup de mal à me trouver assez intéressant. Et donc, du coup, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être intéressant aux yeux des autres, que je ne mérite pas l'attention de quelqu'un, que je ne mérite pas l'attention d'une fille. Donc, ce truc-là, ça crée beaucoup de souffrance. La souffrance, elle augmente. Et au bout d'un moment, je me dis, je voudrais que ça change. Mais je suis dans l'état d'esprit où j'y crois pas. Et c'est quelque chose que tu sais bien, c'est-à-dire que tu n'es même pas ouvert à des solutions tant que tu crois même pas que c'est possible. Et c'est d'ailleurs la difficulté que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur. Quand ton client il croit même pas qu'il peut changer, c'est même pas qu'il va dire ton produit il est bien, nul. Je crois que je peux pas changer, donc j'y suis même pas intéressé. Donc la première étape, c'est qu'il fallait que j'y croie. Et c'est né de plein de petits événements douloureux qui m'ont aidé à me poser cette question. Est-ce que tu es 100% sûr que c'est mort? Est-ce que tu es 100% sûr qu'il y a vraiment plus d'espoir? Est-ce que tu as réellement tout fait pour valider c'est fini? Et la réponse était non. Donc ça a déclenché chez moi le désir d'aller faire des choses que je faisais pas d'habitude. Donc tu sais très bien, je le dis surtout pour les gens qui t'écoutent, ton audience. Donc lever la main en cours, aborder des personnes dans la rue, demander l'heure alors que j'ai une montre, à me donner des défis, d'écrire à mon père je t'aime, essayer de le prendre dans les bras parce qu'il a été abandonné par ses parents. Euh, Prendre la parole plus souvent, être la personne qui, quand on dit tiens, qui va chercher la pizza, qui va machin, être la première personne qui dit oui dès qu'il y a une interaction sociale pour devenir de plus en plus à l'aise, sortir à la Saint-Patrick tout seul en me disant non, tu prends pas le confort de partir avec des amis, tu vas, même si c'est plus facile la Saint-Patrick, avec la bière, l'ambiance et l'alcool, ça facilite les choses. Malgré tout, l'époque, ça reste un défi pour moi de sortir tout seul. Donc faire ça, c'est la deuxième étape. Et arrive mes 18 ans, je cherche sur internet comment être plus confiant, comment être plus à l'aise avec les filles et je découvre ce qui pour moi n'existe pas du tout, qu'il existe des solutions structurées pour changer ma vie. Dans tout ce que je découvre, il y a beaucoup de bullshit et de fantasmes et l'idée que je peux changer ma vie juste par la pensée, etc. auquel j'y crois et d'ailleurs j'ai pas d'ingratitude du tout par rapport à ça parce que j'avais besoin de ma dose de fantasmes au début pour changer. Euh, mais dans tout ça, il y a des trucs qui m'aident vraiment à mieux communiquer, plus impactant, à plus respirer. Je me rends compte que je peux m'observer moi-même tous les jours et me demander de changer des petits détails. Donc, je n'étais pas à l'aise à regarder dans les yeux. Donc, je me rappelle, même regarder la caméra, il y avait une forme de malaise. Donc, passer des semaines à m'entraîner à fixer la caméra, fixer dans les yeux, fixer mon père dans les yeux, ce qui était plus dur. M'entraîner à poser ma voix autrement, respirer. Et là, j'ai des outils pour le faire. Et c'est devenu une vraie obsession parce que là, de 15 à 18, c'était un petit peu comme si j'avance parce que j'espère que peut-être je peux changer et ça semble m'aider, ça va un peu mieux. Mais à 18 ans, il y a de la lumière au bout du tunnel et je me dis, il existe un vrai moyen de changer ma vie. Et donc, je lis tout ce que je peux, j'écoute en permanence des audios, que ce soit psychologie, performance, coaching de sportif,
plus hypnose, plus spiritualité, bien-être, respiration, méditation, du plus perché au plus scientifique. J'essaie de piocher là-dedans. Je me rends compte que j'adore, mais qu'il y a beaucoup de bullshit. Et c'est ce qui m'amène à me dire, entre autres grâce à Napoleon Hill, en lisant son bouquin Réfléchissez et devenez riche, ça m'a beaucoup inspiré ce truc d'être allé au contact des gens qui ne sont pas des gens qui en temps normal enseignent, mais des gens qui font. Et de me dire, je veux trouver le moyen de côtoyer, rechercher, rencontrer des gens qui produisent des résultats sportifs de haut niveau, entrepreneurs, artistes. Alors au début, c'était des gens plus dans mon domaine, donc des super coachs, des super chercheurs, des super formateurs, conférenciers, mais aussi artistes. Et puis progressivement, ça s'est ouvert plus largement à toutes les personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. En faisant ça, c'est devenu vraiment une passion et je me suis rendu compte qu'autour de moi, j'avais de plus en plus d'amis qui me posaient des questions. Donc je me suis inscrit à un séminaire qui à l'époque était à 1800 €, ce qui pour moi était une montagne. Autour de moi, c'était David, t'es débile, t'investis 1800 €, c'est une arnaque. Enfin, j'ai tout entendu. Je l'ai d'ailleurs entendu au passage quand j'ai acheté mon premier e-book sur internet, sachant que quand j'achète mon e-book, il y a 12 ans, et acheter un e-book en France il y a 12 ans sur internet, quand t'es pas en plus dans un environnement où les gens se forment, genre j'étais un extraterrestre. Je prenais un risque extrême de payer 35 € ou 47 €, je sais plus, mon e-book sur internet qui était pour être plus confiant. Alors 1800, je t'en parle même pas. Et en faisant cette formation qui a participé aussi à m'aider, je me suis dit mais en fait je veux dédier ma vie à devenir extrêmement bon pour transformer la vie des gens. Et à ce moment-là, j'ai pas le rêve spécialement d'entrepreneur, d'où la punchline de ma dernière conférence, comment j'ai dépassé 1 million sans faire exprès, c'est que je rêve pas d'être entrepreneur. Ce que je rêve, c'est de devenir extrêmement bon comme un technicien, comme un artiste en fait. Pas comme un entrepreneur, pas comme un producteur. Extrêmement bon dans l'art, c'est un vrai art, coaché, accompagné, mais plus largement, c'est pas que le coaching. Faire des vidéos, l'art de transmettre mon message, des idées, faire réfléchir, l'art d'être pédagogique. J'ai toujours été amoureux et fasciné, c'est ce qui me plaît d'ailleurs autant dans le marketing aussi. L'art de transmettre une idée, l'art de montrer ce qui est intéressant là où d'habitude on ne le voit pas. C'est ce qui me plaît autant dans aider quelqu'un à dépasser sa faillite ou un licenciement, c'est qu'il voit pas ce qui est intéressant dans ce qui lui est arrivé. Et finalement, c'est le point commun de tout ce que je fais. Je me trouvais pas intéressant, j'ai appris à mieux communiquer pour montrer que j'étais intéressant. Puis j'ai appris à me trouver intéressant, ce qui est encore plus important. Puis j'ai appris à aider les gens à voir ce qui est intéressant chez eux et dans leur vie, voir leurs forces, apprendre à s'aimer. Puis progressivement, même pour arriver à développer ça et faire ça, il a fallu que je comprenne comment rendre mon activité et rendre mon nom, ma marque, David Laroche, quelque chose de crédible. Parce que les gens, ils ne crédibilisent pas. Et donc, en faisant tout pour passer mes idées, impacter un maximum de monde, j'ai été obligé de résoudre des problèmes que tu connais bien et qui ont amené comme conséquence le fait de passer le million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, la troisième étape que tu disais, vouloir changer le monde, en réalité, ça n'a pas toujours été le cas parce que de 15 à 18, ce que je veux, c'est me changer ma vie. Mais dès ma première conférence, je veux changer le monde. C'est-à-dire que dès 19, 20, c'est vraiment important pour moi. Avec clairement à l'époque un besoin de reconnaissance qui est fort, donc j'ai besoin de validation, qu'on me dise que c'est super et remplir des salles et machin. Donc le besoin de reconnaissance il était plus fort, mais il y avait quand même un vrai truc. J'ai toujours été inspiré par voir des gens transformer quelque chose. Après, ce qui s'est passé, justement après passer le million, et la complexité de gérer une vraie entreprise, d'être plus qu'un artiste, c'est que gérer une boîte, c'est stressant en fait. C'est stressant, tu as des problèmes tout le temps, des problèmes comptables, des problèmes fiscaux, des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, des problèmes de management, des problèmes marketing. Et en fait, à être tellement la tête dans ces problèmes, j'ai commencé non pas à perdre la mission, mais à y être moins connecté parce que, et c'était une phase importante, qui dit mettre des process, dit que c'est plus froid, qui dit vouloir rentrer plus dans de la performance dans le marketing, et tu crées des tableaux de bord, c'est regarder des indicateurs. Et moi, à la base, mon truc, c'est l'humain. Et donc, la raison pour laquelle en ce moment, ça revient en force dans mes interventions, donc c'est pour ça que c'est à la fois une troisième étape, mais c'est surtout juste révéler ce qui a toujours été là, qui est que ça n'a pas de sens pour moi de faire quoi que ce soit si ça ne fait pas une différence dans la vie des gens. Et c'est pour ça que je radicalise en ce moment mon discours en disant « Je crois
que le seul et unique moyen d'être heureux et réussir dans le business, c'est d'être obsédé par servir ton client et construire une culture d'entreprise où les gens sont heureux de travailler ensemble. Et là où je radicalise encore plus, et ça va être le cas dans les mêmes semaines et mois qui viennent, et j'en parlais au téléphone avec Vanessa que tu connais, je lui disais au téléphone, je veux encore plus qu'avant qu'on dise non et qu'on prenne pas des entrepreneurs pour qui c'est pas important d'avoir comme minimum ce que j'ai mis en slide à la conférence, smile, change and respect, à mettre le sourire sur le visage de tes clients, changer profondément leur vie, créer un résultat et obtenir le respect et le trust, la confiance presque éternelle de tes clients. Même si dans certains business, ton client, une fois que tu l'as aidé, peut-être qu'il a plus besoin de toi 10 ans plus tard parce que tu as rempli tous les besoins que tu pouvais remplir chez lui, mais que même 20 ans plus tard, il y a toujours du respect pour ce que tu lui as apporté. Et voilà, je vais radicaliser ça parce que je sens l'énergie que ça crée en moi, le travail que j'ai fait cette dernière année d'introspection sur pour qui on est et on est là pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble comme équipe. Je communiquais peut-être pas encore assez là-dessus et là je vais surcommuniquer dessus en fait. On est là pour aider des entrepreneurs ambitieux qui veulent exploser tout cartonner et avoir un impact dans la vie de leurs clients. Voilà. Ton positionnement a énormément évolué depuis que tu as débuté en gardant la même marque qui a toujours été David Laroche. Comment tu as géré cette transition de au début, je fais juste des conférences sur la confiance en soi et aujourd'hui on aide des entrepreneurs qui font plusieurs millions. Je sais à quel point ça peut être dur et d'aller trouver un nouveau positionnement, de lâcher quelque chose qui marche et de trouver quelque chose de nouveau. Comment tu l'as vécu? Parce qu'on voit l'évolution du positionnement de l'extérieur, mais toi de l'intérieur, est-ce qu'il y a eu des moments de putain mais je sais pas ce que je fais en fait? Alors au-delà de je sais pas ce que je fais, déjà oui, ça a été plein de fois et ça l'est encore super dur. C'est paradoxalement plus dur de lâcher quelque chose qui cartonne et qui marche parce que c'est une prison dorée en fait. C'est une prison dorée de gagner de l'argent. Je prends l'avion, j'arrive en France, le policier de la sécurité à la police, il me fait un grand smile et je vois bien que mes vidéos impactent sa vie. Au-delà de la partie perte financièrement, un énorme dilemme qui a été très challengeant pendant ces 2 dernières années, c'est ok, c'est un aspect, la partie positionnement stratégique et financier, mais l'autre, c'est aujourd'hui, je vais avoir un pompier, ma vidéo, elle l'aide le matin. Je vais avoir le jeune de 13 ans qui l'aide. Et la peur aussi, c'était parfois de me dire, mais tous ces gens que j'aide, si je radicalise encore plus ce truc, par exemple, vers la performance et le business, ils vont peut-être, enfin pas même peut-être, c'est sûr, être des fois moins parler. Donc bien sûr, pour répondre à ta question, inconfortable, plein de fois de la peur, je risque de tout faire s'écrouler. Même si tout mon métier pour les autres et pour moi, c'est d'être bon dans sentir qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi. La réalité, quand tu as des enjeux forts, c'est que c'est difficile d'en être sûr à 100%. Et donc parfois, il y a ce doute de peut-être que non seulement je vais tout faire s'écrouler en faisant cette direction-là, mais peut-être qu'en plus, c'est pas la bonne. Donc ça fait peur. Mais ce qui m'aide à le faire et ce qui m'aidera jusqu'à mon dernier jour à le faire, c'est que respecter, et je vais prendre volontairement un terme perché, respecter mon âme est plus importante que n'importe quoi sur cette terre. Je ne peux pas donner le message aux gens en permanence. Vivez la vie qui vous inspire. Je ne peux pas faire ça et faire 20 ans d'un business qui ne m'inspire pas. Et ça, heureusement, ça me donne le courage de faire des trucs contre-intuitifs. Ce qui m'aide à faire des trucs contre-intuitifs, c'est aussi cette excitation au-delà de est-ce qu'on va construire un business qui marche ou pas. Au-delà de ça, je serais heureux que notre entreprise, la marque, devienne un symbole pour montrer aux entreprises et aux entrepreneurs que c'est possible de cartonner en changeant la vie de ses clients. Et je disais, et j'en suis sûr, pour l'avoir même vécu, et voir aussi chez certains de mes clients, je disais, ce qui est beau là-dedans, c'est que je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui le font peut-être pas tant que ça, non pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce que ça fait peur de prendre ce risque. Je sais qu'il y a des entrepreneurs, et surtout quand tu as sur les épaules la vie de 20, 40, 50, 100 collaborateurs, entreprendre c'est dur, il y a de la compétition.
Tu dois te réinventer en permanence. Il peut se passer plein de trucs qui sont en dehors de ton pouvoir. Tu peux avoir un collaborateur qui tombe malade. Tu peux avoir une crise économique. Tu peux avoir une technologie qui disrupte ton industrie. Entreprendre, c'est être un peu fou quand même. Et en soi, à chaque journée, tu peux tout perdre. Et donc, tu as ce truc risqué de... Tu as construit quelque chose, les équipes ont leur salaire, ils ont leur argent. Toi, tu t'es construit une sécurité financière que tu n'as pas eu au début. Tu t'es vécu des montagnes russes. Quand tu as ces niveaux de risque, ces niveaux d'implication de ce que tu fais, et c'est pas seulement tes équipes, c'est que tes équipes, ils ont des enfants, ils ont des foyers, tu as tellement de choses qui sont en jeu. Et ton ego là-dedans, et tes peurs là-dedans, et ton enfance là-dedans, et le regard des autres, que c'est pas facile de faire ces choix-là. Mais voilà, quelque part, j'aime les défis qui sont pas gagnés d'avance. Et donc le défi d'être capable de construire une entreprise qui soit légendaire sur le marché et les gens respectent dans 200 ans, et qui soit une référence comme Zappos sur la relation client, m'excite vraiment. Et ça devient du coup... Et du coup, ça me crée de l'énergie. Et comme je disais aux équipes, paradoxalement, en étant prêt à moins gagner et en étant prêt à perdre, je suis paradoxalement persuadé qu'on peut même croître 10 fois plus vite. Tu disais tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, que tu avais passé 1 an là, pour arriver à ces questions et comprendre que tu veux radicaliser ton message et avoir des gens qui veulent vraiment... Je me souviens plus des mots que tu as employés, mais change, respect. Smile, change and respect. Ouais, smile, change and respect. C'est quoi les questions que tu te poses pendant cette année? Beaucoup des questions que je me suis posées, j'ai galéré à obtenir des réponses. Ouais. Et certaines d'entre elles, j'ai pas encore fini d'obtenir les réponses. J'ai un morceau de la réponse. Mais une question que j'adore, que je me suis beaucoup posée dans ces 2 dernières années, que je me pose encore, c'est What do we stand for? Ce qui est complexe à traduire exactement en français, mais c'est pourquoi on se bat. Ouais. Mais dans stand, c'est se mettre debout, c'est vraiment définir le plus précisément. Parce qu'en fait, ce qui est complexe, je trouve... dans le business, c'est que la ligne entre tu fais des trucs par stratégie et tu fais des trucs parce que tu les ressens vraiment, elle est fine, elle est subtile, elle n'est pas forcément précise. Et c'est pour ça que tu vas voir sur plein d'entreprises mission et valeurs, mais qu'en fait dans l'entreprise, personne connaît la mission, personne connaît les valeurs. On fait ça parce qu'on doit faire ça, ou on fait ça parce que le monde veut ça, qui va marcher un peu mieux parce qu'au moins des gens vont répondre. Mais c'est encore un autre cran de... qui on est vraiment. Et moi, mon obsession, c'est toujours 2 cercles. Qu'est-ce que le monde veut et qui on est. Et c'est pas facile parce que plus tu deviens bon en marketing, plus tu apprends à faire un truc et rentrer dans la tête de tes clients. Être un caméléon au point que tu penses comme tu vis leur souffrance, tu vis leurs difficultés. Et donc, le problème de ça, c'est que tu peux te perdre. Tu deviens tellement ton client que tu oublies qui tu es. Et donc, j'essaie tout le temps de me dire, ok, une des questions qui m'aide à trouver what we stand for, parce que c'est vraiment l'idée du système de valeurs. On a tous un système de valeurs qui est unique. Et souvent, le problème quand tu fais l'exercice sur les valeurs dans beaucoup de stages, de coaching, c'est que tu mets ce que tu as envie d'incarner. Mais tu mets des trucs qu'en fait, tu n'incarnes pas. Et c'est pas forcément un problème. Et donc, revenir sur la question de, finalement... Donc, qu'est-ce que j'ai envie, what do we stand for, mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre, mais que quelque part, même si je peux le faire plus, ça a toujours été là. Et ça, c'est pour moi vraiment clé dans la manière de trouver. C'est-à-dire qu'on va trouver quelque chose qu'on va certainement prononcer plus, on va l'articuler, on va le communiquer différemment, on va du coup peut-être faire la traduction de cette phrase dans un langage qui est compris par le marché. Mais à la base, trouver quelque chose dans l'ADN, c'est là. Donc voilà, c'est des questions qui... D'ailleurs, c'est intéressant quand tu es dans le quotidien de ton business, tu n'as pas envie de te les poser parce que c'est des questions qui, soyons clairs, dans les 15 jours qui viennent, ne vont pas te rapporter d'argent. Mais elles vont te rapporter de magnétiser les bonnes personnes dans tes équipes. Elles vont te rapporter d'être plus heureux quand tu te couches le soir et de dormir plus tranquillement et en paix. Elles vont te rapporter de voir dans des gens que tu aimes qui sont quelque part inspirés et fiers de faire partie de l'aventure ou juste de te connaître. Et à long terme, elles vont faire beaucoup d'argent. Tu parlais de garder ce qui marche, tu as fait des centaines de vidéos. Si aujourd'hui, tu devais garder que 2 outils, 2 idées, 2 outils et 2 idées, ça serait lesquels que tu transmettrais? Tu peux grossir ta boîte à un certain niveau en étant bon sur l'offre et le marketing et le funnel et tout ça. Tu peux être bon, mais tu fais une compétition où en fait quelqu'un peut te gagner.
il peut être meilleur que toi dans le funnel, il peut être meilleur que toi quelque part. Même si dans le business, il y a toujours de la compétition, mais si tu révèles sur le marché ton unicité, ton message et que tu crées une communauté, un mouvement de gens qui adorent les valeurs que tu défends, avant qu'ils aillent voir la concurrence, il va falloir que la concurrence fasse un truc vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Cette notion qui est entre autres amenée, popularisée aussi avec tu vois, l'océan bleu, l'océan rouge, cette notion de en quoi on est unique, quelle différence on veut faire, en quoi on croit, c'est quoi notre mouvement. Notre mouvement, il est défini par quoi, il a quel nom, on est qui, on fait quoi, mais plus, parce qu'on peut avoir cette réflexion qu'elle est intéressante sur la partie juste stratégique, mais plus que ça, parce que pour que ça soit si fort, il faut que ça soit vibré. Et tu peux pas vibrer quelque chose qui n'est pas là déjà à la base. Moi, toute mon idée, elle est là, c'est revenir tellement sur qui t'es, trouver qui t'es en tant que boîte. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi les clients que tu veux servir ? Et quand tu as ça, ensuite faire tout le travail de marketing pour faire la traduction, pour que le marché et ces gens-là le vivent. Parce qu'effectivement, il y en a qui savent relativement qui ils sont, mais leur manière de le communiquer par leurs vidéos, par leurs articles, par leurs podcasts, par leur publicité, fait que c'est pas très bon. C'est vraiment les deux. Qui je suis à l'extrême et ensuite, comment je le communique. Maintenant, mon conseil, c'est sur le framework que j'ai développé, dont j'ai parlé, que j'adore. C'est ces 6 étapes. J'ai passé beaucoup de temps à me rendre compte. Donc moi, mon talent, c'est ça. Comment aider des entrepreneurs et des entreprises à attirer un flot continu de prospects qualifiés sans avoir à fournir un effort énorme au niveau marketing. Et c'est quelque chose où je suis extrêmement à l'aise d'en parler parce que factuellement sur mon marché, j'attire un flot continu de dingue de gens parce que j'étais très bon pour faire un TED francophone, par exemple, qui est le plus vu au monde. Donc moi, je veux aider les entreprises là-dessus. Donc mon conseil, ça serait ces 6 choses. La première chose, comment tu deviens incontournable sur ton marché. Que des gens se rappellent de toi, pensent à toi et aient envie de faire partie de ton mouvement avant même qu'ils soient clients. C'est-à-dire que tu es en tête que la relation avec un client, elle commence avant même qu'il soit client, avant même qu'il pense qu'il a envie d'être client. C'est comme une relation amicale. La relation amicale, elle ne démarre pas quand tu es ami, elle démarre la première fois où tu vois la personne. Comment tu deviens incontournable ? Pas pour tout le monde, mais pour les gens que tu as définis en amont. Comment tu deviens incontournable pour eux et que du coup, ils aient envie de partager ton contenu, partager tes vidéos, parler de tes services, alors même qu'ils n'ont peut-être pas encore acheté. Juste parce qu'ils croient en ce que tu fais, ils aiment ce que tu fais et ils ont envie de faire partie de ce mouvement incontournable. Le deuxième, c'est irrésistible. Mais ce n'est pas seulement l'offre irrésistible qui est hyper importante clairement dans le marketing. Comment tu constitues une offre, les bonus, les garanties, l'urgence, la rareté, tout ça c'est important. Mais là, tout ça c'est comment quelque part tu fais que la personne décide d'acheter. Moi où je suis très très bon, c'est même pas pour qu'elle décide d'acheter, c'est qu'à la base, elle a profondément envie d'acheter parce qu'elle te fait confiance, parce qu'elle croit en ton entreprise et c'est un désir qui vient d'elle. J'adore cette idée que on déteste qu'on nous vende alors qu'on adore faire du shopping, on adore acheter. Moi, ce que j'ai envie, c'est que mes clients et les clients de mes clients, pour ceux qui sont entrepreneurs, même s'il y a une offre pourrie, même s'il y a un marketing moyen, même s'il n'y a pas d'affiliés, même s'il n'y a pas tout ça, qu'est-ce qui fait que la personne me fait confiance tellement et adore tellement ma marque, mon entreprise ou moi, que du coup, c'est irrésistible d'acheter. J'ai souffert plein de fois d'utiliser des stratégies marketing qui, certaines, ont très bien marché, mais le soir, face à moi-même, me dire, sans dire que je me sens mal, mais là, dans un monde idéal, c'est pas ce que je souhaite. Là, on a vu que finalement amener jusqu'à la conversion. Mais ma troisième étape, c'est je veux créer une expérience qui est inoubliable. On voit beaucoup de choses qui amènent le client à acheter. C'est super. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Apple, la première fois que j'achète un iPhone, en fait, mon plaisir, il commence avant même de toucher l'iPhone. J'avais l'impression, ils ont été très bons parce que eux, ils ont étudié ce qui fait que tu crées un business qui est inoubliable. Ils ont modélisé un business qui faisait ça depuis très longtemps, qui est le modèle de la bijouterie, et de se rendre compte qu'une femme qui reçoit un bijou, si on mettait un capteur sensoriel sur son corps, son niveau de plaisir, il a commencé avant de voir la bague, au moment où elle voit le packaging. Et ça, c'est quelque part, c'est beau de dire qu'est-ce que tu fais pour que l'expérience au-delà de ton produit soit inoubliable. Ça va au-delà de ça.
Des fois, on veut que nos clients ils nous recommandent. Et on peut demander à un client de nous recommander, je crois au fait de demander les choses. Mais moi, mon obsession, et ce que j'aime apporter à mes clients, c'est qu'est-ce qui fait que ton client, il te recommande, non pas pour toi, mais il te recommande pour lui. Tout comme dans Incontournable, qu'est-ce qui fait qu'il va partager la vidéo? Non pas parce que je lui demande à la fin de la vidéo, mais parce qu'il ne peut pas ne pas partager la vidéo tellement il se sent touché par la vidéo. Et qu'il pense à sa sœur et qu'il se dit « mais il faut que ma sœur voit ça ». Et donc c'est pareil après l'achat. Je veux que la personne après achat se dise « oh, j'ai tellement bien fait d'acheter » et que du coup, elle a envie de racheter et que du coup, elle a envie d'en parler. Ce qui m'amène à la quatrième, qui est le fait de créer une relation qui est infinie. Comment tu fais pour continuer de... Parce qu'il y a plein d'entreprises qui passent à côté de beaucoup de chiffres d'affaires parce qu'ils n'ont qu'un produit génial, mais ils ne se rendent pas compte que le client il a d'autres besoins qui ne sont pas assouvis. Et je peux créer d'autres choses pour continuer à servir mon client idéal. Et ce qui fait que la relation va être infinie. Tous les systèmes qui font qu'aussi ton client il va te recommander à des clients qui sont comme lui, d'où le fait qu'à la base ton client, t'as choisi un client idéal pour qu'ensuite lui il te recommande d'autres clients comme lui qui sont idéaux. Et comment voilà, après la relation elle continue et de sorte que comme je disais, c'est inoubliable et tu deviens la référence dans son esprit, tu deviens la personne à consulter pour avoir au moins ton avis. Voilà, moi ça me parle beaucoup ce truc-là. Et en plus, au-delà de la partie, on va dire, humaine, émotionnelle, presque spirituelle, qui pourrait certains entrepreneurs se dire « mais je m'en fous, moi je veux de l'argent à la fin du mois ». Mais je pense même qu'au-delà de cette dimension, si la personne s'en foutait à la limite de la partie spirituelle, ce qui est dommage pour elle, je pense en plus que c'est le meilleur moyen de construire un business qui est durable. Tu as rencontré des centaines, des milliers d'entrepreneurs. C'est quoi la différence en termes de compétences et d'état d'esprit que tu as remarqué entre un entrepreneur qui fait 1 million d'euros et un autre qui fait 100 millions? Ouais, alors il y a un truc qui est majeur et moi ça m'a sauté aux yeux, c'est que en tirant le trait, jusqu'à 5, 10, certainement max 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu peux fonctionner en étant je parle d'entrepreneur, en étant une machine d'efficacité, productivité, en étant hyper créatif, en travaillant, on va dire, 80 heures, 90 heures par semaine. Tu peux créer des trucs, si t'es brillant, que t'es bon dans ce que tu fais, que tu bosses comme un acharné, tu peux aller jusqu'à 10 millions. Mais ce qui m'a choqué, au-delà de ça, c'est comment la mission de l'entrepreneur à plus de 10 millions n'a rien à voir avec la mission de l'entrepreneur à 500 000. Mais rien à voir. Ça m'a perturbé. C'est-à-dire que, vu qu'à la base, j'ai côtoyé que des entrepreneurs qui étaient jusqu'à 10, et bien justement, j'étais focalisé sur les mêmes choses. Être efficace, être productif, être créatif, être bon en marketing, être bon sur plein de choses. Pour être un si bon entrepreneur à 100 millions, 500 millions ou plus, comme me dit Marc Simoncini, qui est le fondateur de Mythic, qui a vendu sa boîte à 500 millions, je lui dis c'est quoi pour toi un entrepreneur? Et ça m'a marqué. À aucun moment, il m'a dit que sa mission, c'était d'être un bon marketeur. À aucun moment, il m'a dit que sa mission, c'était d'être un bon manager. Il m'a dit c'est simple, j'ai qu'une seule mission. Trouver des gens plus talentueux que moi et les faire travailler ensemble et leur donner une vision, être là pour eux s'ils ont besoin de moi et les embarquer quelque part. C'est tout. Et ça, c'était une prise de conscience pour moi de me dire ok, ça n'a rien à voir avec la vie d'en dessous de 10 millions. Je rappelle qu'à la base, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris, il va falloir que tu sois bon quand même sur trouver des personnes pour m'aider sur l'événement, m'aider sur le marketing. Mais j'avais quand même encore ce mindset de super technicien. Je vais être un super technicien aidé par d'autres personnes. Ce qui n'est pas le modèle du monde des entreprises à plus de 100 millions où en fait, j'ai pas à être le meilleur technicien, j'ai pas à être le meilleur manager, j'ai pas à être le meilleur marketeur, j'ai pas à être le plus créatif. J'ai, par exemple, le fondateur de Teachable, qui est une super plateforme d'ailleurs pour vendre ses formations en ligne au passage. Je fais sa pub gratuitement, je gagnerai. Et il me dit, je passe un tiers de mon temps, c'est énorme, un tiers de mon temps sur le recrutement. Alors que l'équipe, ils ont 200 collaborateurs. On pourrait se dire, il est au début, c'est normal. Non. Il passe un tiers de son temps à trouver des talents. Et ça, tu ne le retrouves pas dans des business en dessous de 10 millions. Parce que les business en dessous de 10 millions passent aucun temps à recruter. L'entrepreneur ne passe pas de temps à recruter. Parce qu'en fait, il ne peut pas.
il est tellement de partout. Et surtout dans les business où tu es l'artiste, c'est que tu es non seulement l'artiste, et tu es sur scène, tu es en train de coacher, donc ça te fait encore moins de temps qu'une entreprise à 3 millions où déjà l'entrepreneur est débordé. Donc là, tu as deux missions en même temps. Parce que justement, aujourd'hui, toi, tu es l'excellent technicien et l'excellent artiste dans ta boîte, et tu as aussi cette casquette de CIO. Qu'est-ce qui fait que tu te dis pas, par exemple, tiens, je recrute un CIO et je me concentre pleinement là-dedans, parce que mon truc, c'est ça? Alors, déjà, je me le dis. Ok. Clairement, je me le dis, l'objectif, c'est de trouver un CEO. Après, encore une fois, je suis assez fan de la patience et de trouver la bonne personne plutôt que de précipiter les choses. Mais oui, dans un monde idéal, et vers quoi je vais avancer, et si quelqu'un nous écoute, se sent l'âme d'un CEO qui a faim, qui est ambitieux, qui est prêt à se remettre en question et qui est prêt à vivre des moments des fois challengeants, mais qui a envie de changer le monde et qui a eu une aventure de dingue, il peut nous contacter. Mais oui, je cherche clairement un CEO qui va être bien meilleur que moi sur la partie plus structurelle, process, managériale, opérationnelle, pour moi révéler là où je sais que je suis vraiment très très bon, qui est la stratégie, la vision, trouver où on va aller et embarquer des gens avec moi. J'ai toujours été bon là-dedans et je peux l'être encore plus si j'ai plus de temps. Donc oui, ce que je fais, c'est depuis 2 ans, c'est justement définir la vision de là où on va et voir qu'est-ce que je peux faire moi, et pas seulement moi, parce que les équipes contribuent en ce moment beaucoup à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire cette transition, sachant que je pense qu'il n'y a pas plus extrême comme... je pense que mon business à la base, c'est le plus extrême des business les plus durs à sortir. C'est-à-dire que non seulement le service peut être plus dur des fois qu'une startup où tu as un truc en ligne, mais non seulement ça, mais en plus j'avais construit à l'origine un business où je suis l'unique et seul produit. Et en plus, c'est pas comme plein d'infopreneurs qui ont démarré en faisant de la formation en ligne. Moi, j'ai démarré en vendant des formations avec moi sur scène. Donc c'est sûr que si moi je peux arriver à faire ce virage, vraiment beaucoup d'entreprises peuvent le faire. Je t'avais entendu il y a 1 an et demi parler du fait que tu voyais éventuellement dans le futur l'intelligence artificielle et des hologrammes éventuellement faire tes séminaires à ta place. Où est-ce que tu en es dans ta vision du futur et de comment tu feras tes séminaires dans 5 ans? Bon, déjà, je me concentre là en ce moment sur une vision, à ce niveau-là, sur une vision 1 an ou 2, parce qu'on a déjà tellement à faire avant de mettre des hologrammes. En ce moment, je travaille énormément sur tout ce qui est procéduralisé et sortir de ma tête, mais aussi de nos têtes, ce que Red Alio appelle les principes, les bonnes pratiques. Et donc, que ce soit nos bonnes pratiques en vidéo, nos bonnes pratiques sur l'organisation d'un événement, nos bonnes pratiques sur comment on réalise une interview. En ce moment, le mot que tu vas m'entendre le plus souvent prononcer avec les équipes, avec moi-même, tous les jours, c'est process. C'est-à-dire process tout le temps. J'ai des process en ce moment pour tout. Et je vais créer des process sur comment on crée des process et des process sur comment on organise les process, que je me rends bien compte que c'est génial la phase des process, mais si ça devient une usine à gaz et impossible à utiliser, il faut maintenant réfléchir à ça. Donc en ce moment, je suis plus sur ça. Sur qu'est-ce que je peux faire à court terme. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà avant d'en arriver aux hologrammes. Maintenant, sur la vision long terme, je pense vraiment que les hologrammes, ça va être hologramme ou haute technologie, un vrai moyen de réduire la distance entre les gens. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, avec ne serait-ce que tu prends ton téléphone, tu fais un Facebook Live, c'est incroyable le fait d'être connecté avec les gens et l'amélioration des réseaux cellulaires fait que ça devient de plus en plus qualitatif. C'est-à-dire qu'on a encore un stade où faire un coaching par Skype, des fois, ça reste chiant. Mais voilà, d'ici 3 ans, ça va être résolu. Tu pourras faire un truc avec une qualité 4K dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est sûr que ça va permettre plein de choses. Donc oui, je ne sais pas si c'est les hologrammes, mais à un moment donné, il y aura clairement, je pense, des événements diffusés dans plusieurs endroits dans le monde en même temps. Ça, c'est un truc que j'explore. Même si j'explore en ce moment beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire par les équipes et par les choses qui sont en ligne numérique, par les groupes qui travaillent ensemble. On a créé une école de coach et c'est beau ce qu'ils sont capables de faire. Donc il y a aussi plein d'autres choses que je peux explorer autres que me démultiplier moi directement. Et après, pour ce qui est de l'IA, ma vision, c'est que l'IA, ça demande pour s'y investir aujourd'hui beaucoup d'argent. Donc, je serais très heureux dans 4-5 ans d'avoir plus de budget à investir sur l'IA. Mais l'IA, je pense qu'il y a plein de coachs qui pensent que leur concurrent, c'est leur collègue d'à côté. Le vrai concurrent de plein de coachs demain,
c'est l'iPhone version 2030. Parce qu'aujourd'hui, notre téléphone, avec juste une Apple Watch, il connaît notre rythme cardiaque. Ce que le coach va avoir beaucoup plus de mal à capter, et même s'il peut le ressentir. Aujourd'hui, les logiciels de détection des micro-expressions sont quand même de plus en plus performants. Demain, ton téléphone, tu le regardes, il va savoir si tu mens. Donc, il va te dire... Et en plus, non seulement il va savoir si tu mens, mais en plus, il va te connaître. Donc, il va savoir quand tu mens, à quoi ça ressemble, tu vois. Donc, du coup, oui, je pense que l'IA va permettre à des milliards de personnes d'accéder à des coachs excellents. Et c'est génial. Et ça va faire souffrir un paquet de coachs, c'est sûr. Bon, maintenant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les personnes qui nous écoutent. Je pense qu'avant qu'on en arrive au stade où les gens font ça, il va se passer du temps et que c'est comme tout. De toute façon, c'est comme tout. La technologie ne remplace pas l'homme. La technologie pousse l'homme à être meilleur, c'est tout. Elle pousse l'homme à être plus créatif. Donc, il y aura de la place pour des coachs pour configurer les IA, pour donner du feedback aux IA. Il y aura certainement des coachings où tu mélanges une IA plus un coach. Il y aura peut-être... Exactement comme aujourd'hui, tu vois, par exemple, je sais pas, mon expert comptable, il a pas besoin de faire tout, il a des gens pour l'aider. Et ben, peut-être que le coach, il sera là une fois par mois et tu auras l'IA qui sera là tous les jours. Et le coach, il aura du coup ton bilan grâce à l'IA de ce que tu as fait pendant les 30 heures. Donc ouais, je sais pas trop comment le monde va évoluer, mais c'est sûr que ne pas anticiper ça du tout et penser que ça arrive pas, c'est vouloir vivre dans une grotte. Ça va arriver, ça va demander... je pense des fonds, même si les fonds, le coût d'entrée pour utiliser l'IA, il va être de plus en plus petit. Mais ça va être génial pour les gens. Imaginons que tu quittes ce monde demain. Okay, tu quittes ce monde et toutes tes vidéos partent avec toi. Donc je décède, c'est ça que tu veux dire? Si tu veux. Mais tout part avec toi. C'est-à-dire tes vidéos, il n'y a plus rien de David Laroche. Par contre, avant de partir, tu as une feuille de papier. Et sur cette feuille de papier, tu dois faire tenir ton message en 5 phrases et tu peux le distribuer à 7 milliards de personnes. Mon message, c'est toujours le même. Je dirais aux gens, tu es plus que ce que tu penses que tu es. Ose rêver grand, aussi grand que tu veux. Entraîne-toi tous les jours pour devenir cette personne qui peut réaliser ses rêves. Mon message, c'est tu sais pas ce qui est possible ou non, alors agis comme si tout est possible. J'inviterai profondément la personne à en avoir rien à foutre du regard des autres et à aller vivre la vie qui l'inspire. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que sa famille va penser, peu importe ce que la culture va penser, d'être prêt à challenger le statu quo, d'être prêt à aller vivre ce qui l'inspire et... Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de finir sa vie et d'être fier de soi. Il y a 3 messages que tu as ancrés en moi. Le premier, depuis que je te suis, c'est fais ce qui t'inspire. Le deuxième, c'est dépasse-toi et fais ce qui te fait peur. Et le troisième, c'est de la gratitude pour tout ce qui t'arrive. Le troisième message, tu ne l'as pas abordé aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous parler un peu du rôle de la gratitude pour un entrepreneur et aussi pour le développement d'un business? En tant qu'entrepreneur, souvent ce qui amène les gens à entreprendre, c'est un désir de plus, un désir de construire plus. Et beaucoup d'entrepreneurs, surtout ceux qui marchent, c'est jamais assez. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez gros, c'est jamais assez grand, c'est pas assez ouf les clients. Et moi personnellement, j'ai couru vers plein d'objectifs et plein de rêves et plein de trucs et réaliser, cocher tout ce que j'ai marqué sur le papier. Au moment où j'ai tout coché, me rendre compte que j'étais encore moins heureux parce que avant, l'illusion de penser le jour où j'aurai ça, ça me faisait tenir, ça me faisait avancer. C'est un peu comme la personne qui se dit le jour où j'ai ma médaille d'or, je serai enfin heureux. Et qui, une fois qu'il l'a, ben, ouais, c'est super, mais quoi. On se rend compte que plein de problèmes de santé disparaissent ou réduisent avec plus de gratitude. Donc, ça soit là, tu régules je me souviens plus que je suis moins sur ce sujet en ce moment, des études exactement, mais ça régule ton flux sanguin, ça te permet de mieux dormir. On voit que tu t'endors plus rapidement, que tu vas avoir dans les rythmes dans ton cerveau. Tu vas avoir un rythme qui est plus bas, donc tu vas avoir un sommeil qui est plus profond et plus réparateur. Tu te réveilles plus rapidement, donc du coup, quand tu ouvres les yeux, tu as plus facilement de l'énergie. Donc, c'est un pouvoir de dingue. Et en plus de ça, même la relation qu'il peut avoir aussi avec l'argent, c'est que quand tu es plus dans la gratitude, tu te sens plus rempli. Quand tu te sens plus rempli, tu as plus envie de donner. Et il y a un truc qui est hyper vertueux dans le business, qui est que si tes clients ils sentent que tu es en train de vouloir donner, naturellement, il y a un échange qui est plus grand, plus équitable qui se met en place. Moi, je le vois bien. Les moments où j'ai fait des lives Facebook qui ont eu le plus d'impact, c'est souvent après avoir un grand moment de gratitude où je me sens tellement bien que j'ai envie de donner. Si je suis frustré et que j'ai pas l'impression que j'ai assez et que je suis pas bien et que je fais mon live,
il peut marcher. Mais je suis pas dans la même énergie de partage, de contribution. Donc, la gratitude, c'est un vrai pouvoir aussi pour se calmer. Les entrepreneurs sont souvent très stressés. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs aujourd'hui qui se mettent à la méditation, qui se mettent au yoga. Parce que s'il y a bien une personne avec les sportifs de haut niveau qui ont besoin d'un espace d'oxygène, c'est les entrepreneurs. À courir dans tous les sens. Et comme disait Fred Mazella, que j'ai interviewé, qui est une des rares licornes françaises, donc qui a dépassé le milliard, il disait voilà, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aimes résoudre des problèmes. Et tu en as tout le temps, et des nouveaux. Et d'ailleurs, si tu n'as plus de nouveaux problèmes, c'est que tu stagnes. Donc la gratitude, elle te permet de... Et elle te permet aussi, ce qui moi était une libération pour moi, c'est de me sentir assez. Parce que voilà, en toute transparence, j'avais beau réaliser à l'extérieur des choses, en secret, face à moi-même, et je suis pas assez quoi. Il faut que je prouve quelque chose. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs, qui se l'avouent ou non, il y a un truc au fond souvent de prouver quelque chose. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui scolairement c'était la merde, ou alors ont été rejetés, ou pas compris, ou alors c'est leur père, chez beaucoup d'entrepreneurs hommes, c'est leur père, il y a eu un manque de reconnaissance, ou alors une compétition, le père qui laissait pas assez de place à l'enfant de passer au-dessus, et donc l'enfant qui a voulu prouver quelque chose. Il y a une corrélation directe entre entreprendre et avoir perçu son enfance comme difficile. Direct, c'est-à-dire que si tu veux un prédicateur de chance de pouvoir être à l'aise en entrepreneuriat, c'est d'avoir perçu, j'insiste sur le mot, parce que tu en as qui ont vécu l'enfance aussi difficile, mais qui l'ont perçu comme cool. Je suis pas en train de dire, attention, qu'on polarise pas ce que j'ai pas dit, que tous les entrepreneurs ont vécu une enfance difficile et que ceux qui n'ont pas vécu une enfance difficile ne peuvent pas être entrepreneurs. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu vas retrouver cette corrélation parce que, quelque part, tu t'es entraîné enfant avec le chaos. Et entreprendre, c'est aimer le chaos. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te sens aujourd'hui vis-à-vis du fait d'être assez? Est-ce qu'on peut être un jour à 10 sur 10? En fait, ça va dépendre à quel moment de la journée tu me poses la question. Ouais. Ça va dépendre à quel moment de l'année tu me poses la question. Si tu me demandes assez, je vais dire 10, je me sens à 10 sur 10. Si tu me demandes un soir où je suis fatigué, que j'ai fait une erreur, que ça se trouve ce jour-là, l'équipe a fait une erreur, qu'il y a peut-être un truc que j'ai pas anticipé du marché, parce que c'est bien beau et j'en rigole, et de parler de Kodak qui se fait défoncer parce qu'ils n'anticipent pas l'appareil photo numérique, mais la réalité c'est que, et je parle de l'IA, la réalité c'est que si là demain l'IA s'accélère, je serais peut-être le premier à déglutir et me dire ouh c'est pas facile, et que peut-être là le sentiment d'être assez ne sera pas le cas. Peut-être que si demain tu as quelqu'un qui arrive et qui je sais pas, est capable de faire des trucs que j'arrive même pas intellectuellement à comprendre comment il le fait en coaching, va peut-être faire qu'à un certain temps me sentir putain je suis nul. Mais la différence elle est pas tant est-ce qu'un jour tu es assez ou pas, mais combien de temps dans la journée tu te sens assez, et surtout et c'est ça que je donne et je forme les entrepreneurs à avoir, c'est quel outil tu as et quel muscle tu as pour quand tu commences à avoir cette pensée de je suis pas assez, revenir dans l'axe et dire hey, si je suis assez en fait. Donc c'est plus combien de temps je remets à revenir que est-ce que je sors, parce que tout le monde sort. Quels sont les différents programmes que tu as aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs? Alors j'en ai différents. L'un c'est pour les business à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le Mastermind, c'est un groupe de 18 entrepreneurs. L'idée c'est d'être vraiment en petite famille. J'en ai un autre qui est accessible pour les entrepreneurs. La cible c'est au moins plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires pour aller jusqu'au million d'euros de chiffre d'affaires, qui s'appelle Titanium, qui a été inspiré du film Gladiator, et je vais même aller plus loin parce que j'aime aussi le film 300, et donc c'est l'idée d'un groupe de Spartiates 300, et j'aime beaucoup les 300 parce que quelque part comment un petit groupe de personnes sont capables d'affronter un truc largement plus gros qu'eux. Mais les Spartiates, ils ont un truc incroyable, c'est qu'ils sont pas forts juste parce qu'ils sont baraques, ils sont forts parce qu'ils ont une manière de travailler ensemble, la manière de poser le bouclier pour protéger leurs voisins, qui fait qu'ils étaient meilleurs. Et j'adore cette métaphore-là. Donc c'est un groupe d'entrepreneurs qui est une vraie famille. Les Titanium, c'est une famille qui se dépasse, qui avance ensemble pour aller progressivement vers le million en étant plus heureux. Donc ça, c'est pour les groupes. Et ensuite, là, j'ai mon programme Gladiateur qui, là, s'adresse à tout type d'entrepreneur. Mais, comme je l'ai dit, un entrepreneur qui a envie de changer le monde, faire une différence, de croître, qui est plus à destination quand même de quelqu'un pour qui ça marche, clairement, où je vais l'aider pour ces 6 étapes, d'ailleurs que j'en ai donné que 4 sur les 6, au passage je viens de m'en rendre compte.
dans son business. Et bah, après, j'ai l'accompagnement individuel dont je parle très peu parce que on a assez de demandes pour ne pas en parler. Et c'est pas mon focus principal, parce qu'encore une fois, c'est lié à mon temps. Je prends 5 personnes par an et je pense que je ferai ça jusqu'au dernier jour de ma vie. Non pas pour le côté financier, mais parce que je suis extrêmement nourri de pouvoir rentrer dans l'intimité de 5 personnes, comprendre leur vie, leurs difficultés, qui ils sont, et les aider à 360 degrés, parce que les gens qui viennent me voir souvent, très vite, on parle pas seulement du business, ils me parlent de ce qui se passe dans leur couple, avec leurs enfants. Et cette casquette de pouvoir parler à la fois de la côté pur travail presque d'un psychologue et tes émotions, ce que tu vis, mais en même temps, je comprends ce que c'est d'avoir des équipes, ça a beaucoup de valeur pour eux. Donc voilà. Super, un grand merci pour cette interview et pour toute la différence que tu as fait dans ma vie. Bah, merci, j'ai hâte de voir ce que tu vas réussir à créer et bravo. Moi, ça me touche de voir en quoi 3 ans? Ouais, c'est ça, 3 ans et demi. En 3 ans, ce que tu as réussi à faire, c'est... Tu vois, tu parlais du titanium là, et je suis rentré dans le titanium, je crois que je faisais 2000 euros par mois de chiffre d'affaires. À la fin des 18 mois, on faisait 200 et quelques milliers d'euros par mois. C'est bon ça, bravo. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sentent que c'est pour eux un groupe d'entraînement pour faire cartonner le business, je serais très heureux qu'ils rejoignent l'aventure. Yes.